Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Vous suivez entre les lignes bien dans ce numéro où nous recevons un invité que vous allez découvrir incessamment. Nous allons évoquer les dernières évolutions autour du processus de paix dans tout le pays et dans la région des Grands Lacs, partant de l'accord de Washington le 27 juin dernier jusqu'à la signature de la déclaration de principe le 19 juillet 2025 à Doha. Mesdames et messieurs, on va analyser également les différentes réactions des acteurs politiques, que ce soit ceux du gouvernement, ceux qui sont également de la société civile, tout comme des acteurs politiques de l'opposition, encore des personnalités politiques. Merci de faire confiance à votre émission. Vous suivez donc l'émission Entre les lignes. On a en face de nous Monsieur Edouard Kabouaï. Monsieur Edouard Kabouaï, il est du parti présidentiel UDPS Tshisekedi. Comment allez-vous, Monsieur Edouard Kabouaï? Merci bien, très cher Danzeng, pour cet honneur que vous nous offrez souvent pour que nous nous communiquions avec les communs des mortels. Puis c'est toujours un réel plaisir vraiment de parler pays pour ne pas se distraire dans les nations, dans des inutiles. Mais nous voulons parler la nation, parler la mère patrie. Vous êtes aussi serviteur de Dieu. Ah mais oui, effectivement. Donc, vous êtes apôtre, pasteur. Nous sommes à vocation pastorale. Avec Dieu, ça c'est spirituel parce que nous n'avons pas demandé à Dieu que nous soyons son serviteur. Ça c'est quelque chose d'attend dans la pensée éternelle. Alors il a voulu qu'il puisse nous concevoir dans le ventre de ma mère et puis enfin qu'elle puisse me consacrer à son œuvre. Et voilà, puis par la profession, je suis au cadre du parti UDPS Tshisekedi. Bon, et le reste, nous servons le pays. Vous êtes serviteur de Dieu, vous avez la vocation pastorale, vous le dites vous-même. Et donc, vous êtes censé, vous avez, vous respectez les 10 commandements bibliques et vous êtes également, en tout cas, nouveau-né, comme on le dit par les chrétiens. Effectivement. Donc, celui qui respecte d'abord les 10 commandements, il est déjà de fils et d'enfant de Dieu. Parce que le Seigneur en a résumé à un seul commandement qui est l'amour. Alors lorsque vous avez l'amour en soi, c'est à ce moment-là que vous pouvez aimer son prochain. Mais premièrement, pour contextualiser le peuple de Dieu, effectivement, donc c'est l'amour de Dieu qui me pousse à aimer mon prochain. Donc, Dieu a versé tout son amour en Christ. Confère Matthieu chapitre 3, lorsque Jésus sort du haut des baptêmes auprès de Jean-Baptiste, le ciel s'ouvrit, une voix fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui, on ne dit pas à qui, mais en qui j'ai mis toute mon affaire. Donc, en Christ Jésus, Dieu s'est versé dans son amour plein, c'est-à-dire qu'il a mis les combles à son amour. Mais maintenant, celui qui aime Jésus-Christ, alors il entre dans l'amour que Dieu a versé en Christ Jésus. Maintenant, c'est cet amour-là qui va te pousser maintenant à mettre ton prochain. Voilà pourquoi Christ laissa l'unique et la seule commandement auprès de ses disciples en disant aimez-vous les uns les autres comme moi, Christ, je vous aime. Est-ce que l'amour de vos ennemis également est-il possible? Mais oui, effectivement. Vous pouvez également aimer vos ennemis. En tout cas, d'un grand amour. D'un grand amour, nous devons aimer nos ennemis, pas seulement les aimer, aussi les soutenir, aussi les accompagner. S'ils ont faim, nous devons leur donner à manger. Ils ont soif, nous devons les apporter de l'eau. Ils sont nés, nous devons quand même le faire vêtir. Donc, l'amour de Dieu est plus que la haine des ennemis. Et plus que la jalousie de ce monde. Donc l'amour de Dieu fait valoir ton ennemi comme toi-même. Et alors à celui qui fait ça, selon la recommandation biblique, c'est-à-dire que c'est déjà un jugement pour l'ennemi là qui te combat. Alors à ce moment-là, toi tu ne peux pas te venger, tu laisses Dieu lui-même venger contre tes ennemis. Dieu s'occupera de nos ennemis. Exactement. Bon, j'ai une petite question avant d'entamer l'accord de Doha, déclaration de principe de Doha.
Dans le même ordre d'idée, est-ce que vous pouvez également avoir de l'amour pour Corneille Nangaa, puisque Corneille Nangaa, il est ce monsieur qui est accusé d'avoir tué dans l'Est, d'avoir pris les armes contre la République, d'avoir occasionné des pertes en vies humaines, des déplacements. Vous pouvez également avoir de l'amour pour Corneille Nangaa. Bon, je dirais effectivement, nous pouvons toujours avoir l'amour de M. Corneille Nangaa. M. Dan, je vous révèle une chose. Oui. Lors des combats, sur le théâtre des opérations, au Nord Kivu, Oui. ça c'est une révélation, bon, c'est un secret sécuritaire que je ne peux pas révéler au public, mais néanmoins, je m'efforce un peu pour que les gens comprennent tout simplement le sens de l'amour vrai. Ok. Alors, comme les drones faisaient ces manœuvres pendant le théâtre des opérations, les drones avaient localisé bel et bien M. Nangaa pour tirer sur lui. Ah bon? Là, je vous dis. Pour tirer sur lui. Maintenant, comme vous le savez, au moment des combats des troupes sur le terrain, le dernier ordre de parole revient au commandant suprême des armées. C'est qui? Le chef de l'État? Ben oui. Alors, lui surtout que c'est un chrétien, un homme qui a tant d'amour Pour Corneille Nangaa. envers ses compatriotes et tous. Oui, jusqu'ici, il a l'amour parce que qu'est-ce qui nous manque pour arrêter M. Corneille Nangaa? Qu'est-ce qui manque sur le théâtre des opérations là, que Nangaa soit tué? Vous avez toutes les cartes en main. Mais, mon frère à moi, nous avons tout sauf rien. Donc, si vous décidez aujourd'hui de tuer... De mettre fin à sa vie, à allez son le faire. histoire civique. D'ailleurs, vous avez suivi, très cher Dan, Oui. lorsque Nangaa lui-même, après leur conquête de Bukavu, plutôt au Nord Kivu, De Goma. vous l'avez suivi dans sa sortie médiatique, dire que l'arsenal qu'ils ont trouvé sur le terrain, du jamais vu, et sans précédent. Donc, voudrait dire que... Mais malgré l'arsenal, ils ont quand même pris Goma. Non, c'est ça ce que moi j'ai toujours dit. Moi j'ai toujours dit, Kagame n'est pas fort, mon très cher Dan. Le Rwanda n'est pas ni la capacité dissuasive, ni la force de nous faire la guerre et nous vaincre. Mais c'est que Kagame a réussi parce que, en tout cas, c'est un travail qu'il a bâti depuis la nuit des temps, Ok. depuis une longue haleine. C'est-à-dire quoi? Infiltrer l'armée congolaise et les institutions congolaises. C'est ça ce qu'il a réussi. Parce que normalement, lorsque vous interrogez les experts militaires, les hommes aguerris au combat sur les champs, ils vous diront qu'un militaire qui a prêté serment ne peut jamais battre retraite pendant ou au moment où ils sont au front. Mais il y a quand même des replis stratégiques. Il n'y avait pas les... Bon, admettons dans ce sens-là. Mais vous ne pouvez jamais laisser le matériel tout actif. Tout actif. Parce que le matériel de combat, là, c'est ce que l'ennemi profite pour s'en faire encore des munitions et d'autres armes de lui accompagner dans sa conquête. Or, maintenant, un vrai militaire qui est aguerri au combat, qui connaît les combats des champs et des terrains, je vous dis, lorsqu'il bat sa retraite, la première chose, c'est la destruction de matériel. Mais ce que nous avons constaté avec vous, c'était que ce soit le matériel, voire même les véhicules avec les contacts sur place. Donc, ils ont tout laissé entre les mains. Tous les centres, et là, nous disons que ce n'est pas même le problème de cette armée-là, mon très cher Dan, mais c'est le problème de l'infiltration jusqu'à la moelle épinière dans les systèmes sécuritaires de notre pays. Ah, mais quand vous dites ça, c'est-à-dire que, quand vous dites même jusqu'à la moelle épinière, Mais oui. vous voulez dire quoi? Non, mais... Parce qu'aujourd'hui, les institutions sont gardées par l'armée. On va dire la présidence, ou même le président lui-même en tant qu'institution, c'est l'armée qui le protège. Non, mais Madame la première ministre, les problèmes... ce sont les forces de sécurité. Les problèmes... D'abord, la mission régalienne d'une armée... Vous voulez dire? Ouais. La mission régalienne d'une armée, primo, c'est garder la souveraineté du pays et sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ça d'abord la première mission de l'armée. L'armée n'est pas là pour garder les ministres et tout ça, non. Donc il y a la police qui est là pour garder les ministres et autres. Sauf le président de la République parce que c'est lui le commandant suprême des armées.
Et d'ailleurs, même lui-même, le commandant suprême là, il a sa propre garde présidentielle qui ne soit pas confondue avec les hommes des troupes. Parce qu'une armée dissuasive capable, mon très cher Dan, de faire face à toute force étrangère, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, c'est cette armée qui a autant des hommes des troupes et non des officiers à son sein. Pourquoi cette armée alors a battu, comment dire, a replié? Pourquoi a-t-elle laissé Goma? Non, mais parce que, oui, mais c'est ce que je vous dis. Les brassages, les mixages, la dépiétation de notre armée, la désacralisation de notre armée et tout ce qui va avec, ça c'est ce qui a fait que nous n'ayons réellement pas une armée dissuasive, une armée républicaine. Il faut combien de temps pour avoir capable de faire 20 ans. Il faut 20 ans. Interrogez les experts militaires et les hommes aguerris en armement, ils vous diront que pour avoir une armée forte, dissuasive, une armée républicaine, il vous faudrait 20 ans d'investissement. Ce n'est pas un 20 ans de parodie, non. D'investissement, c'est-à-dire rehausser le budget, avoir les hommes de troupes, c'est-à-dire un pays éléphant comme nous en sommes comme ça, nous pouvons voir 10 millions des hommes de troupes dans l'armée. 10 millions parce que nous sommes un pays qui environne un maximum de 110 millions d'habitants. 10 millions. 110 millions d'habitants. Mais maintenant, pour avoir une armée qui doit protéger les 2340 quelques kilomètres carrés que nous avons, il faut avoir une armée de 10 millions d'effectifs. Les hommes de troupes, bien formés, 10 millions. Aguerris, encadrés, instruits dans des officines d'une haute technologie militaire, ben notamment surtout au niveau des renseignements. Parce que la force d'une armée, c'est la position des renseignements. Au niveau interne de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on a une école de guerre capable, mais oui, de nous former des militaires? Oui, nous en avons. Oui, effectivement, je prends notamment EFO, École des officiers qui se situe au Kasaï central. Mais vous savez, c'est cette académie-là, c'est cette école-là qui a formé les bérets rouges, les bérets verts et tout ce que nous on avait ici du temps de la Deuxième République. Et d'ailleurs, il y avait même des militaires étrangers qui venaient faire ou prendre leur formation dans cette école-là. Voyez-vous. Mais il y a eu comme Rwanda, avec ses velléités expansionnistes, avec son système d'ailleurs qu'il avait mis sur place. Parce que, cher Dan, c'est qu'il faut dire à notre peuple, Kagame a géré deux pays. Kagame a géré la RDC, il a géré aussi Rwanda. Kagame a présidé à la tête de la RDC pendant 18 ans et en même temps, il a co-géré la RDC et il a géré les Rwandais de son pays-là. Or, maintenant, son système qu'il avait pour se venger d'une manière cannibalistique, c'est seulement détruire d'abord le système de renseignement militaire, maintenant faire ce brassage, forcing et message, afin qu'il ait la même mise. C'est tout ça. On est un pays quand nous avons une armée. En 2001, quand Kabila arrive au pouvoir, Joseph Kabila arrive au pouvoir, quel était l'état de l'armée nationale? Oui, lorsque Kabila arrive au pouvoir, on n'avait plus l'armée. Parce que notre armée a cessé d'exister depuis le 17 mai 1997 avec l'entrée de tristes mémoires AFDEL, c'est-à-dire l'ensemble d'armées rwandaises, armées ougandaises, qui sont venus accompagner M. Mobutu avait une armée Laurent Désiré. Oui, Mobutu. Mais comment cette armée-là a laissé entrer l'AFDEL? Comment l'AFDEL a-t-elle pu arriver à Kinshasa si cette armée était une armée qui était une armée dissuasive, disciplinée, efficace, capable de défendre l'intégrité territoriale? Non, parce que déjà à cette époque, le peuple avait désavoué totalement M. Mobutu et son système.
Parce que la force d'une armée, c'est la population. Voyez-vous, l'armée peut se battre au front. Mais s'il n'a pas l'appui de la population derrière, l'armée va s'affaiblir. Maintenant, à cette époque-là, le peuple congolais, ils avaient déjà désavoué totalement Mobutu et son système. Ok. Maintenant, comme déjà le système a été déjà désavoué, et c'est lui qui présidait sur ce système, et voilà pourquoi l'armée est en train si facilement que les étrangers nous pénètrent, parce qu'à ce moment-là, nous, de l'UDPS, avec notre méthode démocratique de ne pas toucher aux armes, ni sur les sangs de quiconque pour avoir le pouvoir, Est-ce que vous aviez personne ne pouvait nous comprendre, nous entendre. Vous aviez soutenu l'AFD, vous aviez combattu à l'AFD? Non. Avant son entrée, c'était quoi la position de l'UDPS? Non, l'entrée... Ou bien... vous soutenez l'AFD contre Mobutu ou bien vous étiez contre l'AFD? Non, nous ne étions pas... Donc, les combats de l'UDPS ne se basent pas sur les individus. Oui, mais c'était une... Donc, c'est-à-dire que nous combattons le système. C'est-à-dire que nous, on combattait le système mobutien, qui n'a pas respecté les principes démocratiques. Et surtout le nationalisme. Non, nous sommes en déjà 97. Ouais. L'AFDL commence à attaquer la RDC, Ah oui. soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. L'AFDL commence à tuer les Congolais, commence à récupérer les territoires, ainsi de suite. C'est quoi, comment réagit l'UDPS à l'époque? Non, l'UDPS avait besoin d'une libération totale d'un système. D'abord, nous l'avons fait, comme vous le savez, cher Dan, M. Mobutu disait, le tout puissant qu'il était à son époque, disant que tant qu'il sera vivant, il n'y aura jamais, et alors jamais, un deuxième parti politique dans ce pays. Et nous l'avons défié par notre lutte démocratique jusqu'à ce que les années 1990, le 24 avril, nous avons dépouillé. Est-ce que vous avez bien compris ma question? Oui, mais c'est là que je suis en train de venir. Oui. C'est-à-dire, vous me demandez de savoir notre position lors de l'entrée de l'AFD dans notre pays. Oui, oui, mais nous, on s'attendait à une libération. C'est-à-dire que nous sommes battus à l'interne pour que nous puissions dépouiller Mobutu de son système dictatorial qui nous a été imposé. Maintenant, lors de l'entrée de M. Kabila, bon, nous, on avait écrit que c'est notre frère. Bon, il est en train de venir avec sa révolution. Vous avez soutenu... Bon, Ali de Pes est resté campé à sa position. Vous avez soutenu l'AFDL ou vous étiez... Non, nous n'avons pas soutenu l'AFDL. Nous sommes restés campés en opposition. Vous êtes resté silencieux? Mais oui. Vous êtes resté silencieux? Nous sommes restés silencieux pour voir là où nous amenaient les soi-disant libérateurs. Là. Donc vous avez... Si Ali de Pes était resté en observance pour voir comment... Vous avez observé l'entrée de l'armée rwandaise, silencieux. C'est cela. Non, mais il faut se rappeler aussi parce que quand nous avons su que M. Kabila ne venait pas seul, nous on croyait peut-être que les Congolais qui l'accompagnent qui sont derrière lui. Mais lorsque nous constaterons à cette époque-là que ce sont les armées étrangères, notamment Rwanda, Ouganda, en arrivant à Kinshasa, les rendez-vous du Grand Hôtel, ce jour-là où j'ai fait le sang Mapon, ici sur 24, en accompagnant notre leader, la mission qu'on avait, c'est de demander à M. Kabila, mais pourquoi nous amener autant de troupes étrangères, notamment les Rwandais derrière vous, les Ougandais, c'est ça la libération que vous avez demandé à ce rendez-vous. Alors demandez-le la facture. La chute de Mobutu est une bonne chose ou pas? Non, la chute d'un système, une bonne chose, pas Mobutu. Par les armes. Ah, non, bon, écoutez, nous, d'ailleurs, vous savez, nous sommes parmi les pionniers de ceux qui ont convoqué le dialogue de Sun City en Afrique du Sud. C'est parce que nous, en tout cas, on n'avait pas voulu que nous voyons les armes chez nous entrer si facilement et les bottes qui étaient en train de se sonner de part et d'autre pour avoir le pouvoir. Merci, monsieur Edouard Kabouaï. On va commencer d'abord par cette affaire de déclaration des principes entre les représentants du gouvernement congolais et les représentants de l'Alliance Fleuve Congo, bar M23, signé le 19 juillet 2025.
pourquoi vous avez discuté, pourquoi vous avez accepté de dialoguer avec l'AFC M23? Pourquoi le gouvernement, bon, vous n'êtes pas représentant du gouvernement, je parle du pouvoir en place, de l'exécutif. Pourquoi l'exécutif a accepté de dialoguer avec l'AFC M23? C'est pour épargner les vies humaines de nos concitoyens. Primo, secondo, généralement, comme vous le savez, très cher Dan, toute guerre prouve à suffisance que ça se termine par un dialogue. Aujourd'hui, là, la Russie, la plus puissante que l'Ukraine, il soit la 3e round de dialogue en Turquie. Or, la Russie n'avait pas besoin de demander le dialogue parce que depuis l'invasion russe en Ukraine, vous voyez que l'Ukraine peine, malgré tous les soutiens qu'il a eu de part et d'autre, mais la Russie tient toujours la tête et continue toujours à menacer. Mais ils sont lui-même là, Vladimir Poutine, qui fait la guerre en Ukraine. C'est celui qui a demandé le 3e dialogue, 3e round en Turquie pour qu'il y ait la cessation des hostilités. Donc ça veut dire que vous pouvez tuer, mais à un certain moment vous devez vous rendre compte que mais ce ne sont pas des mouches ni des moustiques. Vous discutez avec qui? Les pantins, les terroristes ou les Congolais ou encore le Rwandais? Non, c'est-à-dire que vraiment dans une sorte de mixage de tout ce que vous venez de dire. Donc les pantins congolais, mais en majorité, et ce sont vraiment les supplétifs du Rwanda ou bien l'armée rwandaise qui est sur notre sol. Ce sont ces gens-là que nous discutons avec eux. Vous discutez avec l'armée rwandaise? Oui, oui, effectivement. Nous ne discutons pas avec les Congolais, nous discutons avec l'armée rwandaise. Et à Washington, vous discutez avec qui? Mais oui, à Washington, nous discutons avec le gouvernement rwandais. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le gouvernement, d'autre part l'armée rwandaise. Mais une armée répond à un gouvernement, répond d'un gouvernement. Non, mais oui, effectivement, mais pour que l'armée agisse, mais elle attend le cutis des commandants suprêmes des armées. Parce que c'est lui qui doit donner le go. Et alors, ce qu'il faut dire, ce n'est pas que nous avions, nous, le gouvernement congolais, accepté de dialoguer avec ces pantins ou bien avec l'armée rwandaise. Non, c'est tout ce que vous avez vu, comment dirais-je, je dirais les retombées diplomatiques, parce que avec la diplomatie que nous avons élevé la barre très haute pour clouer Rwanda, et c'est Hitler africain et c'est Kagame. Maintenant, vous avez vu les panoplies de sanctions qui sont tombées, etc. Alors, enfin, on nous a demandé quand même dans ce Conseil des Nations Unies dont nous sommes aussi signataires en tant que membres, alors pour que nous puissions parler avec l'armée rwandaise afin qu'elle quitte notre territoire. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il fallait maintenant situer notre population pour leur dire ceci. C'est-à-dire que les deux processus n'ont pas changé. Comme ça a été credo du gouvernement, comme ça a été mentionné par le commandant suprême. Donc, on avait des processus, malgré que les États africains ont échoué, et nous avons récupéré la même démarche au niveau international maintenant. Notamment le processus de Nairobi, qui est maintenant piloté par la facilitation de l'État qatari. Et maintenant, et aussi bien évidemment, le processus de Luanda, qui est maintenant managé par les États-Unis d'Amérique. Or, les contenus de ces deux processus, cette deux démarches avaient leur teneur. Primo, Nairobi, c'est le cantonnement. Pour tous les pantins. Et l'armée rwandaise, elle plie les bagages, claque et clique, elle retourne chez elle. Mais le chef de l'État disait au cours d'une sortie médiatique que discuter avec l'AFC M23, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Mais oui. Est-ce que cette ligne a été franchie ou pas? Non. D'abord, jusqu'ici, tous les prescrits de la déclaration des principes de Qatar, la ligne rouge qui a été tracée, qui avait été même mise avec des balustrades, n'est pas franchie.
par le gouvernement. C'était quoi cette ligne? C'est-à-dire que ces gens-là rêvaient avoir un Félix en face d'eux. Président de la République, en face de Pantin, en face d'une armée étrangère, pour en discuter l'équitabilité de la RDC. Qui était en face de la FCM 23? Un représentant, tout simplement. De qui? Hein? Il est représenté qui? Mais il représentait l'État congolais. Le gouvernement. Est-ce que vous avez lu le document? Mais vous avez lu la déclaration des principes? Mais comment je peux venir chez vous sans pour autant lire? Ici, sur ce document, sur la déclaration des principes que j'ai imprimé, je demande à la caméra... On engage la République. Je demande à la caméra de pouvoir... J'en ai aussi. Voilà, cette déclaration des principes est là. Il est dit, signé par M. Sumbu Sita Mambu. Voilà. M. Sumbu Sita Mambu, il est haut représentant du président, chargé des processus de Luanda et de Nairobi. Il représente tout simplement un représentant. Ça dit que... Tout simplement un représentant. Il représente qui? Hein? Il représente, que soit qu'il représente le président de la République dans ses pourparlers. Mais il est simplement un représentant. C'est-à-dire quoi un représentant? C'est sa signature qui fait valoir là-bas. C'est-à-dire quoi un représentant? Ce n'est pas la signature du chef. Le représentant... Mais le représentant a une mission. Mais le président a une responsabilité. Il reçoit... C'est ça la différence. Le représentant parle au nom de qui? Non, mais il s'engage... Attendez, il s'engage lui-même ou il engage celui qui le représente? Non, mais tout comme il n'est pas engagé, tout comme il n'est pas engagé, sa personnalité. Mais non, bon, attendons-nous, bien évidemment, attendons-nous. Oui. Bon, quel qu'il soit qu'il engage le président de la République. Oui. Ça, c'est guide par son engagement. L'engagement de qui? Hein? Bon, l'engagement du président de la République notamment. Attendez, allons-y calmement. Mais la responsabilité diffère dans un engagement. À quel niveau? Ah, mais parce que la personne peut signer tout qu'on peut, elle peut se rebiffer. Mais la responsabilité, on engage le pays. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Non, mais depuis le processus de Nairobi, le président toujours a envoyé quelqu'un qui représente dans ces histoires-là. Depuis que Uhuru Kenyatta a commencé à piloter cette affaire. Mais maintenant, les soucis de ces pantins ou de l'armée rwandaise et leur cahier de charges ou leur agenda caché, c'était de voir en présentiel le président de la République assis comme vous êtes là, ils sont ici, en train de négocier maintenant sur la RDC. Mais vous avez entendu Nanga, non? Lors des hostilités, il a fait tant de déclarations. Tu sais que jusqu'à quand nous n'aurons pas ce dialogue avec vous? Jusqu'à quand tu sais que nous n'aurons pas ce dialogue? Donc, elle ne visait pas un représentant du président, elle visait le président. Voilà pourquoi maintenant, pour mieux relativiser cette affaire, il y avait un représentant du gouvernement qui était là, qui n'a pas signé, qui n'avait même pas mandat d'engager le pays, notamment M. Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur. Et son vice, ils étaient au Qatar. Qui était chef de délégation? Hein? Qui était chef de délégation de compte de la RDC? Mais le chef de la délégation, c'est celui, l'envoyé du président là. Pardon? Mais il y a moins. L'envoyé du président. C'était lui le chef de délégation? Bon, je crois, j'ose croire. J'ose croire parce que jusqu'ici, je vois que sa signature. Voyez-vous? Alors celui qui n'est pas engagé, c'est celui qui est chef d'une délégation quelconque. Mais pour voir que nous avons réduit tout simplement cette affaire au niveau de l'armée, au niveau pour voir comment enquêter, identifier et consort. Jusqu'ici, si vous prenez mieux la cartographie, l'État ne s'est pas engagé d'abord avec ces pantins et cette armée rwandaise. Très bien.
Alors, Monsieur Édouard Kabouaï, on va relire la déclaration des principes, on va relire un aspect particulier. Très bien. Un aspect particulier. Il est dit ceci. Quel point? On va lire les principes généraux. Ok. Premier point. Ok. En référence aux principes fondamentaux de la Constitution de la RDC, à la Charte de l'Union africaine, à la Charte des Nations unies, à ses résolutions pertinentes, ainsi qu'au droit international, les partis réaffirment leur engagement à résoudre le conflit par des moyens pacifiques dans le but de protéger les populations civiles. La Constitution congolaise, qui est parmi les documents qui sont évoqués dans ces principes généraux, la Constitution congolaise peut-elle, comment dire, dans quelle mesure elle va aider à ce que l'accord soit signé? Dans quelle mesure elle sera prise en compte principalement dans cette... Donc, je prends l'article 64 de la Constitution. L'article stipule que tout Congolais peut faire chèque à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force en violation de la dite Constitution. Or, c'est un crime imprescriptible par rapport à nos lois que nous avons. C'est à cela. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris, nos leaders de PES, ou même le président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, quand il avait lancé son message pour que nous puissions réviser ou carrément changer cette constitution, bon, les gens nous ont taxés de tous les noms d'oiseaux. Mais pourtant, c'est ça maintenant la réalité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous demandez les pantins et l'armée rwandaise, ils vous disent que ça a été 64. Mais ils oublient la dernière alinéa ou la paragraphe que je venais de citer. Maintenant, c'est à partir de ceci. Vous qui veulent prendre les armes, premier paragraphe. Nous maintenant, Congolais, le peuple souverain, nous sommes plus encore dans ce système-là de prendre le pouvoir par les armes. Nous allons vous faire échec. Vous voyez qu'il y a d'une part les armées, d'autre part la résistance du peuple. Maintenant, comme il y a maintenant les deux partis qui se battent sur le terrain, alors il faut trouver les justes milieux. Les justes milieux, maintenant, c'est des réseaux de ces conflits d'une manière ou d'une façon pacifique. C'est-à-dire, vous qui venez avec les armes, laissez vos armes. Soyez cantonnés. Nous, les peuples congolais, nous voulons les dire comme gain, comme but, comme objectif de tout celui qui veut présider à notre destin. Et c'est là le deuxième point que vous avez dit là. D'accord. Les mesures de confiance, M. Édouard Kabouaï. Il est dit ici, d'une part, les partis s'engagent à instaurer les conditions nécessaires à l'application effective de ces mesures, notamment la mise en place avec la facilitation de la communauté, plutôt du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, et dans les cadres de la loi congolaise, des mécanismes permettant l'organisation de la libération. Vous êtes dans quel point? Je suis au point 3, mesures de confiance. Point 3. Point 3, c'est les principes généraux? Non, ok. Les principes généraux, c'est les... ok. Point 3, les mesures de confiance, tout à fait. Mesures de confiance. Je suis là. Dernier point. Dernier point. Il est dit, les partis s'engagent. Vous êtes là? Non, je suis là. À instaurer les conditions nécessaires à l'application effective de ces mesures, notamment la mise en place, avec la facilitation du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, et dans le cadre de la loi congolaise, des mécanismes permettant l'organisation de la libération des prisonniers ou des détenus d'intérêt détenus par l'une ou l'autre des parties. Alors, est-ce que vous pouvez, de votre côté, vous allez également de votre côté libérer certains prisonniers? Mais oui, lorsque nous tricotons ça, vous allez voir que nous avons une médiation du Comité international de la Croix-Rouge. C'est-à-dire qui va jouer sa partition dans ces deux possibilités de libération des détenus ou des prisonniers
qui ont été au moment où des affrontements. Mais nous, de notre côté de la RDC, c'est-à-dire que les prisonniers ne seront pas libérés pour libérer. C'est-à-dire qu'il y aura un travail qui doit être fait en amont, notamment l'identification de savoir qui effectivement cet élément qui a été détenu, pourquoi il a été détenu, quels sont les faits reprochés et consorts. Maintenant, ça sera cas par cas, pour que nous puissions y savoir qui est et consort. Et à ce moment-là, nous demanderions maintenant la participation de la Croix-Rouge internationale qui est aguerrie à la matière, parce que ce sont des choses qu'ils ont l'habitude de faire souvent dans des zones de conflit et vice-versa. Donc, en tout cas, nous, de notre part, c'est-à-dire que nous nous engageons à identifier d'abord ces détenus-là, à savoir qui y est, pourquoi il consort, et puis enfin, la Croix-Rouge verra maintenant la possibilité, ensemble avec nous, ok, celui-ci, en tout cas, n'a pas un problème, il peut être libéré ou pas. Mais lorsque nous allons trouver que les faits qui sont reprochés et l'identification de ces malfrats-là est conforme au conflit de la loi, en tout cas, il ne sera pas libéré. Il ne sera pas libéré. Alors, Monsieur Edouard Kabouaï, il y a, les opposants ont réagi. On va prendre Martin Fayoulou. Martin Fayoulou dit ceci. Il prend d'abord acte de la signature de Doha, et puis il dit ceci. La MOCA soutient l'organisation d'un dialogue national inclusif, réunissant toutes les parties prenantes congolaises, sous la médiation conjointe de la CENCO et de l'ECC avec la facilitation de l'Union africaine. Cette demande-là, sous la médiation des opposants en robe, en soutane, nous rejetons cela catégoriquement. Pourquoi? Parce qu'il y a la main mise et la main noire de Kagame sur cette organisation non gouvernementale, notamment CENCO et SCC. La main de Kagame. La main de Kagame, effectivement. Comment ça? Et d'ailleurs, même des impérialistes. Non, parce que ce n'est ni moi, ni vous, qui n'avez pas la méfiance par rapport à cette démarche-là. Mais ils se sont révélés au grand jour leur mission maléfique qu'ils avaient. D'ailleurs, mon très cher Dan, disons la vérité à notre peuple. Vraiment, avez-vous déjà vu? Vous vous dites que vous êtes les prêtres. Bon, ce sont les religieux. Ils n'ont jamais été chrétiens. Moi, je suis contre toute personne qui qualifie ces gens-là, qui leur mettent en posture des chrétiens. Non, ils ne sont pas chrétiens. Parce que le christianisme, c'est toute une vie de Christ en homme. Mais eux, ce sont les religieux. C'est tout un État. Ok, admettons en tant que les religieux, en tant que leur État. Vous avez vu, depuis le début de leur démarche, mon cher Dan, aucun opposant en robe a nommé M. Kagame par rapport à ces tueries intempestives dans notre pays. Aucun opposant en robe. Ils n'ont pas dénoncé. Ils n'ont ni dénoncé, ni nommé, ni cité verbalement. Personne d'entre eux. Et plus gravissime encore, vous avez vu, M. Fulgence Mouteba, soi-disant prêtre, et Secundo, président de ces partis politiques, CENCO, FCC, CENCO, SCC. Mais regardez la rigolade avec M. Nanga. Un tortionnaire de sang, il fait avec lui, il lui bénit, il rigole jusqu'à la dernière dent. Ah oui, nous comprenons. Pourquoi leurs œuvres. Quand c'est les autres, pourquoi est-ce que c'est le gouvernement, je veux dire, le pays est en train de parler avec eux. Non mais, cher Dan, mais je vous ai dit, regardez même la posture du représentant du chef de l'État devant ces Rwandais-là. Vous avez vu sa posture? Mais les Rwandais-là venant peut-être complexés devant, aller envoyer du chef, un maquisard, etc. Mais il a trouvé son... Parce qu'en temps de guerre, très cher Dan, les faits gestes sont comptés. C'est un signe. C'est un message. En temps de guerre, les faits et gestes sont... Moi, j'ai eu quand même la grâce pour avoir vécu en Angola.
où j'ai représenté mon parti, mon exil forcé, où je suis allé en Angola, c'était l'état de guerre entre le MPLA et l'UNITA de M. Savimbi. Et nous avons connu. Vous n'avez pas vu même leur perroquet là. Hein? Il est en train même de les disqualifier. Regardez la posture que ces gens-là ont. Mais lorsque vous voyez soi-disant un prêtre, aujourd'hui là qui sont les pédophiles, aujourd'hui là qui... Non mais ce n'est pas moi, très cher Dan, même dans leur clique là, vous avez suivi qu'elle était dans nos ancêtres. Je ne dirais pas qu'elle parle son âme parce que il ira peut-être en enfer parce qu'il n'a pas crié à un vrai Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez les problèmes qu'ils ont même à l'intérieur là-bas. Pas jusque-là. Ces gens-là qui se déguisent, soit qu'ils sont prêtres, mais qui sont pères de famille, qui ont des enfants, et puis, de plupart d'eux. Mais c'est la pédophilie, mon très cher Dan, je vous dis la vérité. Voyez-vous? Donc maintenant, vous pouvez comprendre que... oui, bon, peut-être, regardez. C'est pour que les gens comprennent que ces gens-là avaient leur démarche. Si les frères, si ces femmes, ou si ces enfants ont été tués comme Nanga a tué nos frères de l'Est, est-ce que messieurs-là pouvaient avoir le courage d'aller rigoler avec Nanga et puis lui bénir encore, soit disant une bénédiction? Bon, ce sont ces gens comme tels que M. Fon nous demande de nous d'aller discuter. Il n'y aura pas le dialogue sous l'égide de ces partis d'opposition appelés Senko SCC, mais Fayulu a dit sous la avec les leaders de l'opposition, Ambongo amoureux de l'argent, et le secrétaire général de ce parti, M. Cholet, et le secrétaire général adjoint, M. Senga Eric, et aussi le vice-président de ce parti politique-là, M. Bokondowa. Avec leurs militants qui sont les catholiques. Moi, je ne parle pas de tout catholiques, mais ceux qui sont catholiques, qui sont leurs militants dans cette affaire-là. Pas jusque-là. Voyez-vous, voilà pourquoi ils font l'apologie de ces gens-là que nous aurons. Non, nous disons que nous aurons le dialogue, effectivement, un dialogue inclusif des fils et des filles de ces pays sous l'égide des confessions religieuses, notamment les églises d'éveil. Voilà, monsieur Edouard Kabouaï, on va peut-être déjà terminer. Mais très bientôt comme ça, mon très cher Dan, donnez un peu de minutes. Oui, on a fait déjà... Nous sommes encore dans la quinzaine, très cher Dan. La population arabe est d'être nourrie. On a fait déjà 40, on a déjà fait 40 minutes. Bon, on ajoute toujours même une prolongation. Alors, monsieur Edouard Kabouaï, aujourd'hui, la question, la problématique de la paix s'invite. Mais il y a aussi ce problème des détournements des deniers publics. Qu'est-ce qui se passe exactement? Point de besoin de rappeler à notre peuple que dans un état de droit, c'est la loi qui prime au-dessus des individus. Et moi, en tant qu'au cadre du parti de PES, qui s'est bâti bec et ongle pour que nous ayons ces rendez-vous, nous disons bravo à notre avènement au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, la population est mise au parfum de détournement, c'est puisque nous dénoncions. Et aujourd'hui, chose qui a été un rêve pour les Congolais d'hier, qui est devenu réalité aujourd'hui, il n'y a plus le tout-puissant dans un état de droit, parce que même un ministre en fonction, dès qu'il y a quelques odeurs de détournement, il est déféré devant les juges naturels. Tout celui qui détourne, il est déféré. Et en flagrance d'ailleurs, ils sont condamnés. Et ce détournement-là, parce que notre projet de société, qui se dénomme le peuple d'abord, un ministre, un mandataire, tout celui qui assume les fonctions du pays, c'est un serviteur du peuple. Et lorsque toi tu détournes pour tes propres besoins, pour tes intérêts mesquins, égoïstes, que gagne le peuple. Or, le pouvoir émane du peuple, pour le peuple et par le peuple. Alors, tout celui qui détourne, qu'il sache qu'il aura les problèmes
avec les juges naturels de chaque incriminé. Et l'autre fois là, vous avez vu quand même un peu des avancées que nous avons eues, malgré que ce n'est pas encore la totalité de tout ce que nous voulons sur la justice, mais il y a quand même quelques avancées notables que vous êtes en train de constater au jour d'aujourd'hui. Et je crois que nous restons, c'est là parce que maintenant là, la lutte contre la corruption, en tout cas, c'est notre cheval de bataille. C'est votre cheval de bataille, mais il y a aussi cette affaire d'arrestation, d'interpellation de quelques généraux de l'armée. Est-ce que vous confirmez que certains généraux sont aujourd'hui interpellés pour des faits de trahison? Mais oui, effectivement, hein, je prends le cas de M. Chiwewe. Il se trouve où actuellement? Mais nous avons les informations avec vous qu'il est à la SNS en train d'être auditionné, les enquêtes continuent. Voyez-vous? C'est-à-dire que, en tout cas, c'est compliqué, mon très cher Dan. Mais je saisis l'occasion que tu m'offres pour dire à notre peuple, voilà, le patriotisme doit prôner au-dessus de nous tous. Aimer la mère patrie. Servons-la dans toute dignité. Ça sera le bien de nos enfants et des générations futures. Et je rappelle à ces peuples de se souvenir. En 2011, au mois demain, Feu Etienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, mon mentor, à son dernier testament qui nous a légué au stade de martyrs, ils avaient demandé aux Congolais d'aimer le Congo et de nous aimer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au Congo, donc un Congolais est prêt de voir son pays balkanisé à un œil impuissant. Un Congolais content, un étranger venir l'assujettir, piller tout ce qu'il a, il flotte les mains, il commence à chanter à son honneur, à son hommage. Un Congolais est prêt de voir sa femme violée en sa présence, sa fille tuée, et il est content. Regardez même les débats qui se font partout, très cher Dan. Heureusement que quand même le Congo se distingue par rapport à vos castings. Donc les gens se mettent là dans des débats inutiles. Ce n'est même pas même des débats. Mais ça, ce sont des perroquets qui sont en train d'aller péroronner inutilement. Il n'y a aucun... En tout cas, rien. Vous trouvez que dans des caboches vides. Mais ils vous font l'apologie des criminels, des sanguinaires, des tortionnaires de sang. Ils vous chantent à la gloire de M. Kabila. Ils vous voient. Donc c'est ça un Congolais. Donc un Congolais, donc il est prêt de te voir toi souffrir. Voilà la trahison que nous avons. Et pourtant, dans l'armée, or on a toujours dit, l'armée est la mère de la discipline. Lorsque vous vous engagez pour servir le pays sous le drapeau, c'est-à-dire que vous êtes extrait de votre famille, de vous-même, et même d'autres engagements par rapport à des compromis ou compromissions. Mais eux-mêmes qui devront être modèles pour les jeunes, pour les nouveaux recrues aujourd'hui, regardez la trahison. Et je regrette, je suis dans l'amertume, mon très cher Dan. Mais tout le monde pouvait, mais sauf M. Chiwewe. Donc, dans un seul mandat, il a bénéficié 3 étoiles inédites. Chose qui ne pouvait même pas se faire. Mais ce sont ces gens-là. Vous savez pourquoi ils complotent? Vous savez pourquoi ils sont dans la conspiration? Ils veulent toujours assassiner Félix Tshisekedi. Mais regardez Félix Tshisekedi. C'est dès son avènement à la mastodonte RDC au jour d'aujourd'hui, la sécurité pour tout ce qui était notre axe parmi les 10 engagements, lors des dernières élections que notre peuple nous a retirées, nous nous battons. Il ne dort pas. Il ne sommeille même pas. La manière dont vous le voyez là, le commandant suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi, pour mettre fin à l'esclavagisme rwandais, aux tueries perpétrées dans notre pays, à la balkanisation d'ailleurs. Mais combien sont derrière lui? Combien sont derrière lui? Et pourtant, même pendant le temps de guerre où nous devons mettre nos égaux, c'est-à-dire que la patrie est au-dessus de notre clivage politique, soutenir d'abord celui qui a le droit des chapitres par rapport au commandement militaire et consort, afin que nous retrouvions notre intégrité territoriale et la sécurité de nos frères et sœurs
de ces pays qui meurent tous les jours. Non, il y a les gens qui se mettent là-bas dans des compromis. Il y avait ceux qui se flottaient les mains. Nanga vient, entrez, Nanga vient. Vous avez vu même les autres Congolais qui étaient en train de chanter par-ci par-là. Les patriotes, l'amour de la mère patrie. Si nous n'avons pas ce Congo, nous n'aurons pas une identité. Si nous n'avons pas ce pays, personne ne nous respectera. Si nous n'avons pas ces 2340 quelques de la superficie que nous avons, mais qui peut quand même nous regarder? Au moment où nous devons nous unir, au jour d'aujourd'hui, très cher Dan, au Rwanda, là où ils sont assujettis sous cette dictature énorme là. Mais les Rwandais savent que Kagame est en train de leur mener une vie dure. Mais as-tu déjà vu un Rwandais critiquer sur un plateau de télévision ou dans un débat M. Kagame? C'est seulement une poignée des opposants qui sont en exil. C'est quand même la dictature. Hein. Bon, je laisse Rwanda. En Angola, ok. Bon, je laisse Rwanda. En Angola. Angola, ils vivent mieux. Je vous dis la façon dont les Angolais aiment leur patrie. Chez Dan, je vous informe. Les Angolais n'ont jamais été linguistes en Europe. Tout blanc qui arrive en Angola, il est sujet de critiques auprès des Angolais. Les Angolais vous disent, mais nous allons là-bas pour aller faire quoi? Ils viennent chez nous pour piller, et puis pour faire chez eux, et nous allons le donner. Un Angolais devient notre Angolais. C'est comme les sacs qui sont en train de dire. Mais les Congolais sont distraits. On est en train de nous ravir des partis, des terres, distraits. Alors dans des débats inutiles, il rien ne fait. D'abord, même celui qui fait ce débat-là, il n'a ni l'histoire, il n'a ni l'information, il n'a ni quoi. C'est seulement parce que nous sommes dans cette liberté d'expression qui est devenue la libertinage à l'auprès de tout. Même ceux qui parlaient derrière leur maison, à quoi des réseaux sociaux, mais les imbéciles parlent au jour d'aujourd'hui. Alors regardez maintenant comment. Et pourtant, les gens confondent la guerre qui nous fait Rwanda. Ce n'est pas la guerre contre Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est la guerre de toutes les Congolaises et Congolais. Nous devons nous unir derrière lui pour que, fin 30 ans de souffrance, de tuerie. Je regarde très cher Dan. Regardez M. Donald Trump, un Américain qu'il est, il n'est pas Congolais. Est-ce que vous avez su son message devant le secrétaire général de l'OTAN? Il lui a dit, vous avez laissé ce peuple pendant 30 ans d'être tués. Et les Rwandais sont entrés avec des machettes. Ils ont coupé les têtes des gens. Ils ont violé. Vous n'êtes même pas approché de ces peuples-là. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique s'est résolu d'aller au secours de ces peuples. Et nous allons le faire. Bon, c'est seulement les Congolais ici, devant une bouteille de bière, tout ça qu'on sort, mais si ce n'était pas Tshisekedi qui devrait ouvrir son bec pour nommer Rwanda, si ce n'était pas Tshisekedi qui devra mettre à genoux Rwanda et Kagame aujourd'hui, si ce n'était pas Tshisekedi qui devra au jour d'aujourd'hui faire quand même monter notre armée en puissance afin que nous fassions face de toute ingérence étrangère, si ce n'était pas Félix Tshisekedi. Monsieur Edouard Kabouaï, merci. Mais avant de finir complètement, un mot au peuple congolais qui nous suit en ce moment. J'ai dit à mes compatriotes, l'espoir est permis. On a toujours dit, la lutte continue, mais la victoire est certaine. Un peuple brave, un peuple qui est actif et vigilant. Vous l'avez vu très cher Dan, le 26 janvier, le 27 janvier, lors de l'entrée de l'armée rwandaise sur notre sol, tuant, massacrant les Congolais, que ce soit à l'interne ou à l'extérieur, se sont soulevés comme un seul homme. Nous voulons l'intégrité territoriale de notre pays et le retrait immédiat des troupes étrangères sur notre sol. Non, peuple congolais, soyez derrière votre chef. Que personne ne vous trompe. Félix est votre frère. Félix est votre sang. Félix ne vous trahira jamais. Ça lutte du jour au jour. Il ne dort pas pour vous les Congolais. Il accepte même jusqu'au sacrifice suprême. Combien de complots d'assassinat? Combien d'attentats à sa sûreté, très cher Dan? Tout ça, c'est parce qu'il y a un seul homme qui s'est levé. Avec son peuple derrière. Pour dire, fini la mort pendant 30 ans. S'il y aura cette mort sur Rwanda, ce n'est plus chez nous. Alors que personne ne vous distrait, que personne ne vous amène dans des discours politico-politiciens
qui n'a rien à foutre avec vous. Ce que le peuple veut, c'est la paix, c'est le développement. Pour avoir la paix, il est un prix que nous devons payer. Et nous sommes tous, soutenons notre frère. Ce n'est pas sa victoire, c'est notre victoire. Aujourd'hui, l'accord des États-Unis d'Amérique, c'est la victoire congolaise, très chère Dan. Victoire congolaise, victoire du peuple, victoire de la République, victoire de toute la nation. La paix est donc une vérité, un vécu que nous voulons tous effectif dans notre pays actuellement. 30 ans de guerre, ça suffit. Les Congolais ont droit à la paix, ont droit à la justice, ont droit au bonheur et au développement. Nous ne soutiendrons jamais la guerre, car la guerre est un frein au développement, un obstacle à la grandeur d'un grand pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo. Mais M. Edouard vient de le dire, donc les Congolais restent tous mobilisés, debout et engagés, solidaires pour défendre la mère patrie. Nous n'avons que le Congo comme le plus grand don et legs de nos aïeux. Portez-vous bien. On espère que vous avez aimé cette émission, mais si vous souhaitez également y prendre part, écrivez-nous. Nous vous recevrons sans hésitation et sans problème. À très bientôt. Au revoir.